Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Par le premier exercice en mécanique. Il est pour des points. Premièrement, complétez les phrases en utilisant l'un des mots suivants. On a mouvement, trajectoire, diminue, translation, rectiligne, repos, rotation. Pour la première phrase, A, il y a le mot référentiel. Donc on fait un rappel, c'est quoi un référentiel? Donc pour déterminer le mouvement d'un corps, on doit choisir un corps de référence, appelé aussi le référentiel. Si la position de ce corps change, ce corps est en mouvement. S'il ne change pas, donc il est au repos. On lit la phrase. Quand un corps change sa position par rapport à un référentiel, on dit qu'il est en mouvement. Et quand il ne change pas de position par rapport à ce référentiel, on dit qu'il est au repos. La deuxième phrase, B. On classe le mouvement en deux types. On sait qu'il existe deux types de mouvements. Il y a le mouvement de translation et le mouvement de rotation. On va faire un petit rappel sur ceci. Comment connaître qu'un corps est en mouvement de translation? Voilà, on a un corps. On va tracer un vecteur AB et on va essayer de mettre ce corps en mouvement. Donc durant ce mouvement, on voit que la direction et le sens du vecteur ne changent pas. Donc on dit que le corps est en mouvement de translation. Pour le deuxième cas, on a choisi une roue. On a choisi deux points A et B appartenant à cette roue. Il y a un axe de rotation. On fait tourner cette roue autour de cet axe. On constate que les deux points A et B décrivent des trajectoires circulaires autour ou centrées sur l'axe de rotation. Donc, ce mouvement c'est un mouvement de rotation. Donc, on classe le mouvement en deux types, le mouvement de translation et le mouvement de rotation. Soit on écrit rotation ici, ou ici c'est la même chose, si on change les places. On dit que le mouvement d'un corps est, on voit ici le mot retardé, quand ça est rectiligne, on voit aussi le mot rectiligne et vitesse. Donc vitesse est liée à retardé. Et pour rectiligne, c'est lié aux trajectoires. Donc il existe trois sortes de trajectoires. Il y a une trajectoire rectiligne, trajectoire curviligne, comme ceci. Il y a une trajectoire qui est circulaire, donc sous forme d'un cercle, une partie d'un cercle. Et pour la vitesse, il dépend, donc on dit retardé, donc on parle ici de la nature du mouvement. Il existe trois sortes de mouvements, soit de nature retardée, ou accélérée, ou uniforme. Pour retarder, toujours il est lié à une vitesse qui diminue. Pour accélérer, à une vitesse qui augmente. Et pour uniforme, à une vitesse qui est constante. Donc on dit que le mouvement d'un corps est rectiligne, parce qu'on voit ici rectiligne. Retardé, quand c'est quoi? On parle ici de la trajectoire. Et rectiligne, et sa vitesse, bien sûr, diminue. Deuxièmement, on considère un corps S, un corps solide S, en mouvement sur un plan horizontal par la technique de la chronophotographie. On obtient l'enregistrement ci-dessous, qui montre les positions d'un point M, appartenant bien sûr à ce corps, dans
pendant des intervalles de temps successifs et égales. La valeur de cet intervalle, c'est t égale à 0,060 secondes, c'est 0,06 secondes. Donc la chronophotographie, vous voyez ici qu'il y a en photographie avec chrono. Il est lié au temps. Donc les données importantes comme t, le temps, et on a aussi cette distance entre deux positions successives. Donc pour enregistrer entre ces deux points M4 et M4, l'enregistrement se fait en ce temps qui est 0,06 secondes. C'est-à-dire que le solide a parcouru une distance égale à 1,2 cm pendant 0,06 secondes. Et la même chose pour les autres. De 1, quelle est la nature du mouvement du corps S? Justifie ta réponse. Donc on voit ici qu'entre deux points successifs, on a la même distance qu'ici, qui est 1,2 cm, et le temps c'est 0,06. C'est la même chose ici, ici, et ici, et ici. Donc on voit, donc pour répondre à ça, donc la nature du mouvement du corps S est rectiligne et uniforme. Pourquoi? Bien sûr, on va justifier notre réponse, car le corps S parcourt les mêmes distances pendant des intervalles de temps égaux. Pendant des intervalles de temps égaux. On fait un petit rappel sur les autres mouvements. Pour le premier, c'est un mouvement accéléré. Pourquoi? Parce que le mobile, il parcourt des distances, différences qui augmentent de plus en plus pendant des intervalles de temps égaux. Donc ce mouvement est accéléré. Et la vitesse, bien sûr, il augmente. Ici, on a le contraire. On a la nature de ce mouvement, il est retardé, car le mobile va parcourir des distances différentes, mais pendant des intervalles qui sont égaux. Et ces distances diminuent ou deviennent de plus en plus petites. De 2, déterminer en mètres par seconde la vitesse. Donc ici, on va calculer la vitesse entre deux points, M1 et M4. Entre M1 et M4. Bien sûr, on va utiliser une relation. La relation qu'on va utiliser, c'est V, M, c'est la vitesse moyenne, égale D sur T. Égale D sur T. Donc pour cette vitesse, on a D, ici c'est la distance entre M, c'est la distance M1, M4. Application numérique, D égale à la distance M1, M4. Et pour cette distance, elle est égale, on a 3 fois 1,123. Donc égale 3 qui multiplie 1,2 cm, ça va donner 3,6 cm. Puisque la vitesse est demandée en mètres par seconde, on doit convertir cette distance en mètres. On a 3 cm, il est le 0 du décimètre et le 0 du mètre, 0,036 mètres. Maintenant, on va remplacer, donc pour le temps bien sûr, on a 3 fois le temps, ce temps, donc T3 qui multiplie 0,06 secondes, 1, 2, 3. Ça va donner 0,18 secondes. Maintenant, on va remplacer dans la relation, on a pour la distance qui est 0,036 mètres, et pour le temps, c'est 0,18 secondes. Lorsqu'on fait le calcul, on va trouver 0,2 mètres par seconde
on doit encadrer le résultat pour une bonne présentation de la copie. Répondre par vrai ou faux. Ici, on parle des actions réparties, c'est-à-dire on est dans la mécanique, dans les actions mécaniques. Et ces actions, on peut les classer soit en attraction, qui sont en contact ou à distance, ainsi soit réparties au local. Ici, on va voir une illustration pour ça. L'action de l'air sur la voile d'un navire est une action répartie. On va voir si c'est juste ou non. Voilà. On a un navire à voile. Donc lorsque l'air touche la voile, bien sûr, il va pousser. Donc cette air, elle est en contact avec la voile dans toute la surface. Donc c'est une action répartie. Donc on dit qu'elle est vraie. La masse est une grandeur constante qui ne dépend pas du lieu et de l'altitude, bien sûr, parce que la masse, c'est une grandeur physique qui dépend de la matière qui constitue le corps. Donc n'est pas lié au lieu ou à la forme, ou si on le met dans l'eau, hein, tout ça n'a rien à voir avec, ne change pas la masse, toujours la masse est constante. Pour changer la masse d'un corps, soit on ajoute de la matière, ou on tranche de la matière. Donc cette phrase, pour la masse, c'est une grandeur, bien sûr, c'est une grandeur qui est constante. On mesure l'intensité d'une force à l'aide d'un dynamomètre. Pour le dynamomètre, on a ce dynamomètre qui est tubulaire. Il est utilisé par une personne. Et pour l'utiliser, pour mesurer l'intensité d'une force, par exemple du poids de ce corps, donc on doit le suspendre sur un crochet de ce dynamomètre. On fait la lecture ici. Et la lecture, elle ressemble à la lecture sur l'éprouvette graduée, pour trouver le volume d'un liquide. Et on a aussi un dynamomètre qui est à cadran. Et ceci, c'est pour l'utilisation de toute la classe. C'est-à-dire, on peut lire à distance. Comme ceci, on a 2. Donc, cet index, il indique 2 newtons. Et on a d'autres sortes nouveaux, comme le dynamomètre numérique. Hein. Donc on mesure l'intensité d'une force à l'aide d'un dynamomètre, c'est vrai. Maintenant, l'intensité du poids d'un corps est une grandeur constante. Pour répondre à cette question, on doit faire rappel à cette relation qui est P égale à M qui multiplie G. P ici c'est l'intensité de poids qui est égale à la masse du corps qui multiplie l'intensité de la pesanteur du champ de pesanteur. Donc pour la masse, on avait déjà dit qu'elle ne change pas, qu'elle est constante, mais G, elle varie, elle dépend du lieu, elle dépend aussi de l'altitude. Donc si G change, P aussi peut changer. Donc on a ici l'intensité de poids d'un corps est une grandeur constante, donc elle n'est pas constante, donc il est variable, donc cette phrase est fausse. Donc on va jouer faux. On passe à quatrièmement. Un corps solide S' de masse M égale 0,51 kg se trouve en équilibre sur un plan horizontal comme indique la figure ci-dessous.
c'est à côté, c'est contre. Le corps esprit est soumis à deux forces suivantes, P, le vecteur P, c'est le poids du corps esprit, son intensité est P égale à 5 newtons. R, c'est l'action au point A du plan horizontal sur le corps esprit. Comme on voit ici, on a un corps esprit, voilà, qui est en équilibre et soumis à deux forces. Il est soumis à son poids et aussi à l'action de ce plan horizontal. Et on a comme données aussi, on a l'intensité du poids. 4.1. Classer ces deux forces, c'est-à-dire P et R, en force de contact et force à distance. On fait un petit rappel, c'est quoi une force à distance et c'est quoi une force de contact. Une force de contact, c'est l'acteur et le receveur sont en contact. Et on parle d'une force à distance, si l'acteur et le receveur ne sont pas en contact. Ici, on a pour le poids du corps, donc la Terre attire le corps esprit sans le toucher, donc c'est à distance parce que la Terre elle attire les objets par son centre. Donc ici on a P, c'est une force à distance. Et on a d'autres sortes de forces à distance, comme l'attraction magnétique, c'est-à-dire entre un aimant et un corps en fer, comme on a attraction électrique entre deux charges différentes, positives et négatives, et on a aussi les attractions universelles entre les planètes, par exemple du système solaire, ou entre la Lune et la Terre, ou entre la Terre et le Soleil, entre les planètes et le Soleil. Donc ce sont des attractions universelles. Pour le R, pour donner son type, donc on va essayer de tracer ça en 3 dimensions. Comme vous voyez ici, on a le plan horizontal et on a le corps. Comme vous voyez ici, le corps S'. Pour voir quelle sorte, est-ce qu'il y a contact ou non, bien sûr, on va essayer d'enlever un peu le corps S'. Vous voyez cette surface, c'est une surface de contact entre le plan horizontal et la base de ce corps. Donc cette force, c'est une force de contact. Et il est réparti sur plusieurs points. Et pour le point A qu'on voit ici, il se trouve ici, il est au centre. Et G qu'on voit ici, c'est au centre, c'est le symétrique de ce corps. Déterminer les caractéristiques de la force P. Donc, une force ou toute force ayant des caractéristiques qui sont au nombre de 4. Il y a le point d'application, la droite d'action, le sens, l'intensité. Le point d'application, c'est le point où s'applique la force. Pour le poids, bien sûr, c'est toujours, on a le centre de gravité. On a le centre de gravité. Et pour la droite d'action, c'est une ligne qui passe par ce point, toujours la ligne, la droite d'action, toujours passe par le point d'application. Et puisque on parle du poids, donc, jusqu'au centre de la Terre. Donc c'est une droite verticale qui passe par G et par le centre de la Terre. Donc la droite verticale GA. Pour le sens, puisqu'on a une droite verticale, on a 2 cas possibles, soit vers le haut ou vers le bas. Bien sûr, la Terre attire vers le bas. Et le sens, donc, c'est vers du point G, bien sûr, vers le bas. L'intensité, c'est déjà donné. Voilà l'intensité. Donc, toujours l'intensité, elle a comme symbole, c'est le même symbole de la force, mais elle est sans flèche. Sans flèche. Donc P égale à 5 newtons. Comment on trouve ces 5 newtons?
Par exemple, on prend ce corps et on l'accroche sur un dynamomètre. Et on va faire la lecture des régiments et on va trouver C et A. Donc, pour mesurer l'intensité du poids d'un corps, on doit le suspendre dans un dynamomètre. On a P égale à 5 newtons. 4.3. Dans la condition d'équilibre d'un corps soumis à l'action de deux forces, comme ce cas. Le corps S' est soumis à deux forces, P et R. Donc si un corps est soumis à deux forces, ces deux forces doivent avoir la même droite d'action, la même intensité et de sens opposé. En appliquant la condition d'équilibre, déduire les caractéristiques de la force R. Donc, puisque le corps S' est en équilibre sous deux forces, donc on doit appliquer les conditions d'équilibre et en se basant aussi sur les caractéristiques de la force P. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Que pour P et R, puisque S' est sous l'action de ces deux forces, ils doivent avoir la même droite d'action. Pour la droite d'action, pour P, c'est la droite verticale. Donc, c'est la même chose ici. C'est une droite verticale. Et pour le sens, on dit par la même intensité, puisque l'intensité du poids, c'est 5 newtons. Donc, on a pour R, on va écrire l'intensité, il a comme symbole R sans flèche. Donc, on écrit R égale P égale 5 newtons. Et pour le sens, bien sûr, c'est un sens qui est opposé, puisque ici on a du G vers le bas, ici et de A vers le haut. Déterminer la valeur G de l'intensité du champ de pesanteur. On a déjà vu que ce qui lie l'intensité de poids à l'intensité du champ de pesanteur et la masse, il y a une relation qui est P égale à M qui multiplie G. On a P, on a M, et le G est demandé ici, donc on a G égale à P sur M. On passe à l'application numérique, on a M égale 0,51 kg. Pour P, on a 5 newtons. On va remplacer dans la relation 5 newtons sur 0,55 kg, ça va donner 9,8 newtons par kilogramme. Cinquièmement, un motocycle roule sur une route rectiligne sèche à une vitesse constante, V égale 30 km par heure. Donc on va souligner une route rectiligne sèche à une vitesse qui est constante. En roulant, un chien sur la route lui apparaît soudain. Donc il roule, soudain, à un moment, le motocycle, il a observé un chien devant lui. Donc c'est un danger. Le document ci-dessous représente les images du mouvement du motocycle et du chien sur la route pendant des moments différents. On a le moment d'observation et on a le moment début de freinage et le moment d'arrêt. Comme on a vu, on a ce motocycle, il roule avec une vitesse 30 km par heure et cette vitesse est constante. Donc son mouvement est uniforme et rectiligne bien sûr. Et la route, elle est rectiligne et sèche. Elle est sèche.
c'est important ça. D'après le document, donc on va se baser sur les données sur ce document, déterminer A, la distance de réaction dr, la distance de réaction. Donc, à ce moment, le motocycle a vu le chien. Donc, c'est le moment d'observation du chien. Donc, c'est une action. Donc, il doit répondre à cette action par sa réaction. Donc, il commence à penser, hein, pour freiner ou faire autre chose. Bien sûr, pour freiner. Donc, la distance de réaction, c'est cette distance. Parce qu'il roule, mais il pense. Hein. Donc, on a dr égale 8,3 mètres. Pour la distance de freinage, maintenant, c'est le moment de départ, le début de freinage. Donc c'est fait en df égale 6 mètres. Pour la distance d'arrêt, c'est du moment où il a observé le danger jusqu'au moment d'arrêt. Donc c'est cette distance, on va faire la somme de dr et df. Voilà, on a dA. dA, c'est la distance d'arrêt égale la distance de réaction plus la distance de freinage. La distance d'arrêt, c'est déjà trouvé. df, la même chose. On fait la somme, on va trouver 14,3 mètres. Sachant que le temps de réaction du conducteur de la moto après l'observation du chien est 1 seconde. Donc, il roule et pense en même temps. Ça va durer 1 seconde. Calculez la distance de réaction pendant ce temps. Donc, on a le temps et on a la vitesse. Et ce qui est demandé ici, c'est de calculer la distance. Donc, on va utiliser la même relation qui est V égale à D sur T. C'est dr, la distance de réaction sur le temps. Ce temps-ci, hein. D'où ce qui est demandé, c'est dr. dr égale V qui multiplie bien sûr T. Application numérique, on va remplacer V par, on a T égale 1 seconde, et pour V, on a 30 km par heure. On voit ici qu'on a seconde, mais ici on a l'heure. Donc on doit essayer de convertir cette valeur en mètres par seconde. Pour faire ceci, on va faire rappel. Pour passer du mètre par seconde au kilomètre par heure, on doit multiplier par 3,6. Si on veut passer du kilomètre par heure au mètre par seconde, on doit diviser par 3,6. Et si on fait ceci, donc on va diviser cette valeur par 3,6, on va trouver 8,33 mètres par seconde. Il y a une autre façon, c'est qu'on va prendre 30 km par heure, on va essayer de convertir 30 km en mètres, et 1 heure égale à 3600 secondes. Si on fait une division, on va trouver 8,33. Par exemple, ici, si on prend les 3 zéros, on va diviser par 1000, ça reste 30. Ici, par 1000 reste 1,6. Donc, on va revenir au même résultat précédent. dr égale 8,33 mètres par seconde qui multiplie 1 seconde. On va réduire seconde par seconde. Il reste 8,33 mètres. dr, c'est la distance de réaction, égale 8,33 mètres. Elle est sensiblement égale à la distance de réaction donnée par le document. Donc la question qui va dire, que peux-tu conclure? Qu'est-ce qu'on va conclure, hein? Donc là, on va voir que le motocycle ne va pas faire accident. Il va arrêter avant. Dans le cas du roulement sur une route mouillée,
Comment varie, est-ce que augmente, diminue, reste constante les distances suivantes? Justifiez votre réponse. Pour la distance de réaction, cette distance, c'est la route est mouillée. Donc là, ça ne va pas changer la vitesse du motocycle, toujours elle est constante. Aussi une seconde pour penser au freinage, ça ne va pas changer, c'est un temps de réaction du conducteur. Donc là, on a cette distance, elle reste constante, car il est lié à la vitesse de la moto et la durée de la réaction du conducteur qui sont constantes. Pour la distance de freinage, celle-ci est liée à la route qui est mouillée. Peut-être il y aura glissage, comme il est lié à l'état des roues, des pneus, aussi les plaquettes des freins. Donc il augmente car cette distance est liée à l'état de la route mouillée et de la moto si l'état des pneus et des freins est mauvais. La distance d'arrêt. La distance d'arrêt, comme on avait vu, dA égale à dR plus dF. Puisque dR est constante et dF elle varie, donc dA aussi varie. Puisqu'on a cette relation dA égale à dR, donc puisque dR est constante et celle-ci varie, donc dA aussi varie. Il augmente car cette distance est liée à la distance de freinage qui augmente alors que la distance de réaction est constante. Exercice 2. En électricité, il est pour ces points. Cochez la bonne réponse. On va faire un petit rappel puisqu'on parle ici des instruments. On a déjà fait appel au dynamomètre. Maintenant, on va voir un compteur. Puisque je vois ici le NC qui est une constante de compteur. Voilà, on a un compteur. Cette valeur que vous voyez ici, cette valeur, c'est l'énergie consommée. Hein. Elle est exprimée en kilowattheure. Et on a aussi une autre valeur qui est 220 volts. C'est l'intensité, c'est la tension efficace. C'est dans ce secteur de cette installation, on n'utilise que des appareils qui fonctionnent avec 220 volts. Et on a aussi une autre valeur ici, entre 10 et 30 ampères, c'est comme valeur maximale de l'intensité que peut supporter cette installation domestique, c'est 30 ampères. Et on a aussi une autre valeur qui est très importante, qui est C, c'est la constante du compteur. Elle est exprimée ici pour ce compteur, C égale à 1,8 watts par tour. Donc on peut extraire de cette relation, de cette valeur, la relation suivante. Puisque C étant watt par heure, watt heure c'est une énergie, tour c'est un nombre de tours, donc on peut dire que C égale E sur N. E égale C égale à E, c'est-à-dire E égale à N qui multiplie C. Et ceci, donc chaque tour de ce disque, lorsqu'il fait un tour, il y a une consommation de 1,8 watts heure. Le deuxième tour, 1,8 watts heure, ainsi de suite. S'il met par exemple des tours, on va multiplier ceci par des. S'il met 100 tours, on va multiplier par ça, ainsi de suite. Pour l'instrument de mesure de l'énergie électrique et le compteur électrique. Dynamomètre c'est pour l'intensité de la force, voltmètre c'est pour la tension. La relation entre E et le N, le nombre de tours du compteur de
de constante C, et bien sûr, on va trouver que E égale à N qui multiplie C. Parmi les données suivantes, puissance électrique, joule, énergie électrique, U, volt, le symbole ohm, la puissance P. On a deux sortes de P. P en mécanique, c'est l'intensité du poids. Et dans l'électricité, c'est la puissance électrique. On a les grandeurs physiques. Ici, on a le symbole de la grandeur. On essaie l'unité internationale. Pour E, ce symbole E, on parle bien sûr de l'énergie. L'énergie commence par E. Énergie électrique. Son unité internationale, c'est, bien sûr, c'est le joule. C'est le joule. Et le plus utilisé, c'est le kilowatt-heure. Pour la tension électrique, il a comme symbole, il a ce symbole qui ressemble à U. Et pour l'unité internationale, bien sûr, c'est le volt, parce que pour mesurer la tension, on doit utiliser un voltmètre. Pour la dernière grandeur, on a son unité internationale qui est le watt. Donc pour le nom de cette grandeur, bien sûr, c'est la puissance électrique. Et là, comme symbole, P, bien sûr, on va prendre P. Troisièmement, le montage électrique C-contre se compose d'un générateur, d'une lampe, d'un conducteur ohmique, comme ceci. On trouve des anneaux en couleur, d'un ampère-mètre et d'un interrupteur. On observe que l'éclairage de la lampe est faible. Vous voyez ici que le contexte ne va pas avec le schéma. Donc on va changer le schéma parce que ici on a l'interrupteur ouvert. On doit le fermer pour voir que la lampe est allumée. Voilà. Donc pour répondre par vrai ou faux à la puissance électrique consommée par la lampe est inférieure à la puissance nominale. Donc on doit distinguer entre la puissance nominale et la puissance consommée. C'est quoi la puissance nominale? C'est la puissance qui est écrite sur l'appareil ou sur, par exemple, sur la lampe. Et pour la puissance consommée, c'est selon le générateur. Si l'appareil, la lampe, consomme plus que sa puissance nominale, elle va être grillée. Si elle consomme une valeur qui est égale à sa puissance nominale, donc elle va fonctionner normalement. Si elle consomme une puissance qui est inférieure à sa puissance nominale, donc elle va fonctionner faiblement, comme l'occasion. Donc la puissance électrique consomme, puisque l'éclairage est faible, donc la puissance électrique consommée par la lampe est inférieure à la puissance, donc ici c'est vrai. Puisque l'éclairage de la lampe est faible, donc la puissance électrique consommée par la lampe est inférieure à la puissance nominale. Donc c'est une phrase qui est vraie. La puissance électrique consommée par, c'est le contraire de la phase A, donc on ne peut pas faire les deux vrais, donc c'est faux, parce que la puissance électrique consommée par la lampe est supérieure, si elle est supérieure, donc la lampe sera grillée. La lampe indique la valeur I égale 0,0, la l'ampère-mètre indique la valeur I égale 0,05 ampères. A donne l'énoncé de la loi d'Ohm d'un conducteur ohmique. Donc cet énoncé, la tension au bord d'un conducteur ohmique, elle est égale au produit de la résistance
électrique de ce conducteur qui multiplie l'intensité de courant qui passe par ce conducteur. Donc la tension électrique U au bord d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance R par l'intensité I du courant qui le traverse. On écrit U égale R qui multiplie I. On a I égale à 0,5 ampères et on a le même circuit. B détermine la valeur de la tension électrique U au bord du conducteur ohmique. On donne R égale à 100 ohms. On fait un petit rappel ici. On sait que le courant, pour le symboliser, pour symboliser le sens, il sort du pôle positif à l'extérieur du générateur et il revient au pôle négatif. Donc il entre par ce point et entre deux points de ce conducteur, on a une tension. Et cette tension est égale à R qui multiplie I. Donc on va utiliser cette relation directement. Puisqu'on a I et on a R, on sait que U égale à R qui multiplie I, application numérique, on a U égale à 100 ohm qui multiplie cette valeur qui est 0,05 ampères. On va trouver bien sûr 5 volts. Déterminer la puissance électrique consommée par le conducteur ohmique. Maintenant, on va calculer la puissance. Ce qui est la puissance à la tension, c'est P égale à U qui multiplie I. On a I, on a calculé U, donc on peut utiliser la relation directement P égale à U qui multiplie I. Et on va remplacer U par sa valeur qui est 5 volts. Et pour le I, c'est 0,05 ampères. Le résultat, c'est P égale à 0,25 ohms. Si on n'est pas sûr de cette valeur, on peut faire d'une autre façon. On sait que P égale à R qui multiplie I carré. Parce qu'on sait que P égale à U phi I. Et U, c'est R qui multiplie I. Donc R, I carré. Et on va remplacer R par sa valeur. On va trouver le même résultat. Exercice 3. Situation problème. Dans un montage électrique domestique, quand on branche un four électrique, on a séparé, donc ce sont des caractéristiques nominales. C'est l'intensité, c'est la tension nominale, et ça, cette valeur, c'est la puissance nominale. C'est-à-dire, ce four ne fonctionne normalement qu'avec 220 volts pour qu'il consomme 3000 watts, c'est-à-dire ça qui est conforme à sa puissance nominale. En même temps, avec les deux appareils électriques suivants, une machine à laver qui a ses caractéristiques 220 volts et 1800 watts, et un réfrigérateur 220 volts 180 watts, le disjoncteur coupe automatiquement le courant. On a les données, la tension efficace du montage électrique domestique, c'est 220 volts. Le disjoncteur est réglé sur la valeur maximale de l'intensité efficace du courant électrique IE égale à 15 ampères, qui est égal aussi à Imax, l'intensité maximale. Donc on a ici, le disjoncteur coupe automatiquement donc quand est-ce que le disjoncteur coupe le courant automatiquement? S'il y a un court-circuit ou il y a un surcharge des appareils électriques branchés en même temps. Déterminer en justifiant ta réponse la cause de la coupure automatique des courants électriques quand on branche en même temps le four avec les deux autres appareils. On doit tout d'abord calculer la puissance maximale que peut supporter le disjoncteur. Donc on a la puissance électrique maximale autorisée dans cette installation. On a P égale à U qui multiplie I. Donc P max
égale à la tension efficace qui multiplie l'intensité maximale. On a UE 220 volts et pour Emax c'est 15 ampères. Donc si on fait le calcul, on va trouver le résultat en watts. Ça va donner 3300 watts. Maintenant, on va calculer la puissance totale consommée par tous ces appareils. Ces trois appareils. Donc on va faire une sommation. Donc 3000 plus 1800 plus 180. On appelle la puissance totale. 3000 plus 180 plus, ça va donner 1800, ça va donner 4980. On voit que cette valeur est supérieure à cette valeur. Donc maintenant, la raison de la panne est que la puissance totale est supérieure à la puissance maximale. Parmi les appareils électriques précédents, quels sont ceux qui peuvent être branchés en même temps sans coupure automatique de courant électrique dans ce montage domestique? Justifiez ta réponse. Donc on va essayer de choisir. Si on choisit ces deux, bien sûr ça va donner 4800. Donc c'est pas possible de brancher ces deux, le four et la machine. Donc il reste le four avec le réfrigérateur ou la machine à laver avec le réfrigérateur. Le four électrique et le réfrigérateur, si on fait la somme, ça va donner 3180 watts. Donc il est possible, puisqu'il est inférieur à la puissance maximale qui est 3300 watts. Et le deuxième cas, c'est la machine à laver avec le réfrigérateur. C'est un total de 1980 watts qui est toujours inférieur à la puissance maximale qui est 3300 watts.